pense que ce qui qualifie ce quartier au-delà de sa diversité, c'est pour moi c'est un peu une presqu'île. Puisqu'en fait c'est un quartier qui est enclavé dans des voies ferrées et puis qui a une sortie par le bout de la rue d'Évangile. C'est assez particulier. Donc c'est bien, c'est pas une île, on n'est pas coincé. Avant, on disait que c'était la fin et on n'était plus dans Paris. Donc c'était la porte où on n'était plus dans Paris. Ici, à la porte de la Chapelle, il y a toujours... c'est un lieu de passage. Encore plus maintenant avec le tram, les bus. Mais enfin, comme on a une entrée de métro, c'est une gare d'autobus aussi qui amène des gens de la banlieue toujours. Actuellement, il y en a des gens quand tu dis Porte de la Chapelle, c'est « Ah là là », c'est tout de suite tous ces clichés, les toxicos, les réfugiés, tout ça. On a eu carrément des bidonvilles, des manouches là à côté. Donc c'est bien sûr, comme on parle aux médias, les gens, Porte de la Chapelle, c'est quelque chose, c'est le pire quartier limite de Paris. C'est vrai que la Porte de la Chapelle a une mauvaise réputation et les gens ne veulent pas venir, mais moi je me sens très bien. Je me sens très bien, aussi bien dans la rue ou dans la maison. Moi j'aime bien mon quartier. Moi j'aime bien. Parce qu'il y a le parc, il y a mes amis, il y a les boulangeries, il y a Franprix, il y a mon école, il y a mon autre école, il y a toutes les écoles où j'étais ici, c'est pour ça que je l'aime bien. Ici, il y a deux types de terrains. Dans la partie depuis le rond-point de la Chapelle, c'est un terrain où il y a 80% de bailleurs sociaux. Mais au-delà du rond-point et sur la rue de la Chapelle, on est dans un faubourg parisien typique. Après Hébert, on change de physionomie. On a le Cap 18, il y a le Grand Mur, qui un jour va sauter dans les années qui viennent. Dans 2 ans, il saute, puisqu'il va y avoir une grande opération immobilière sur le côté droit de l'Évangile après Hébert. Les entrepôts de boulevard Ney ferment tout le nord du parc Chapelle-Charbon aujourd'hui, et donc de ce quartier enclavé entre les voies de la gare du Nord à l'ouest et les voies de la gare de l'Est à l'est. Si vous regardez cette photo, là c'est la version 49, les bâtiments, ils s'arrêtent ici. Là vous avez la rue de Boucry qui donne dans la place Hébert. On a des anciens bâtiments là, mais après c'est la SNCF. Moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je vis ici, ça fait 20 ans, ma famille elle est installée ici. Mais je m'étais jamais posé des questions sur comment c'était et ce qu'il y avait dans le quartier. C'était choquant de se dire que chez moi, il y a 50 ans, c'était des zones industrielles, ou même ici, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Mais il n'y avait rien, oui, c'était un terrain vague. C'était un terrain vague parce qu'il n'y avait rien. Je ne voyais rien de mes fenêtres à ces endroits-là. Il n'y avait pas de maison, donc ils n'ont pas délogé les gens. C'était laissé comme ça en attendant quelque chose. C'est tout à fait original, je trouve, alors en tant que vieux Parisien, d'être tout d'un coup dans un morceau de Paris qui n'a pas d'histoire d'habitants. Sur Paris en général, les quartiers, y compris comme l'Évangile, comme Pajol, etc., ils ont une histoire qui remonte. Pour projeter un avenir commun, moi je pense qu'il faut partager une histoire et se sentir fils de cette histoire-là. Je pensais que mon quartier était comme il est maintenant, c'est-à-dire avec plusieurs habitations, mais plutôt moins moderne. Je me rends compte qu'en fait, il y avait très peu d'habitations et plutôt de l'industriel comme plusieurs gares et des gazomètres. La porte de la Chapelle, elle est là. À l'époque, il y avait des gazomètres. C'était des énormes cylindres dans lesquels le gaz était mis pour alimenter les différentes habitations et les entreprises qui travaillaient dans le quartier. Les cylindres remontaient quand le gaz était présent dans la... Et puis au fur et à mesure qu'il était consommé, le couvercle redescendait. Et donc on voyait arriver soit des camions, soit des trains
qui venaient rapporter du gaz. La perspective dont je me souviens, c'est le boulevard extérieur, donc le boulevard Ney, avec les gazomètres, et puis aussi les usines de coke, donc de charbon. Il y a une senior qui m'a expliqué que c'est là où était entreposé en grande majeure partie du charbon pour faire... il y avait le train à vapeur. Mon père me racontait qu'il venait ici, il louait une charrette et la SNCF donnait du charbon. Donc ils venaient chercher leur ration de charbon à la chapelle Charbon. Notre voisine, c'était une femme qui a été bougnat rue l'Olive. C'était des marchands en principe qui venaient d'Auvergne et qui vendaient du charbon en sac de 50 kilos. Vous pouviez acheter des ligots. Le ligot, c'était des petites baguettes de bois mises dans du fil de fer. Il y en avait 3 rondins et 2. Et on achetait ça pour allumer le feu, parce qu'à l'époque, on chauffait au charbon. Le poêle était dans la cuisine, on mettait toujours une bouilloire pour avoir de l'eau chaude, parce qu'on n'avait pas de chauffe-eau. Et puis, ça chauffait nos 2 pièces par un tuyau qui passait dans un couloir. Et dans la fenêtre de la cuisine, il y avait... oui, ça n'existe plus maintenant. Il y avait un renfoncement avec des lattes en bois. Et mon frère, la première chose qu'il a fait, c'était de faire avec du contreplaqué, de la laine de verre, comme une glacière. Pour que quand on achetait la glace qui se vendait en pain, mais bon, on pouvait prendre un morceau, on avait notre glacière comme ça. On n'avait pas de salle de bain, comme dans le temps. Et les WC, on avait une chance, étaient sur le palier, n'étaient pas dans la cour comme dans certains coins. Savez-vous ce que je faisais, moi? Mes enfants allaient à l'école, je les emmenais au square, ils goûtaient, ils jouaient un petit peu, et après on allait à la piscine, ils prenaient leur douche à la piscine. On y passait tous, et puis on était tranquille quand on rentrait. On s'organisait comme on pouvait, hein. On n'avait pas la vie facile au début. On n'avait pas de baignoire. On avait une bassine ovale en galvanisé, qu'elle mettait sur 2 chaises. On nous portait et on nous mettait là. Alors moi d'abord parce que j'étais la moins sale, et puis mon frère après. Fallait économiser, hein. C'est comme le téléphone, on l'a eu très tard aussi. Moi j'ai eu un téléphone qu'une fois que ma mère était décédée. Il fallait tellement de temps pour avoir une ligne. On a bien attendu 2 ou 3 ans avant de l'avoir quand on a déménagé ici. Et alors, sur Paris, il y avait, je ne sais pas vous expliquer techniquement, mais il y avait tout un réseau de tubes souterrains, etc., etc. Et 1 heure après, dans votre boîte aux lettres, vous aviez des pneumatiques. Alors, ça, c'était extraordinaire, les pneumatiques. Je me rappelle la campagne qu'il y avait, parce que, c'est la campagne, c'était plutôt des espaces pas vraiment libres parce que c'était des terrains SNCF, avec des rails partout puisque c'était une gare de marchandises. Là où il y a l'autoroute maintenant, il y avait le champ. Le champ, c'était un ancien parc qui avait été bombardé pendant la guerre, qui n'avait pas été... restauré, soigné. Et donc, c'était vraiment un terrain d'aventure. Et puis, à côté ou un peu derrière le champ, il y avait les maisons des employés de la SNCF. Partout en France où il y a des réseaux de voies ferrées, les terrains d'un côté et de l'autre de la voie ferrée font partie de l'empreinte des terrains SNCF. De chez moi, je voyais tous ces entrepôts SNCF, etc., puisqu'au 19e, je donnais de ce côté-là. On le voyait de chez nous, mais il y avait des clôtures. On ne rentrait pas là-dedans, en fait. Il y avait un petit tunnel souterrain qui passait le long, sous les voies de la gare du Nord. On passait par là, par le dépôt, et on traversait les voies de la gare du Nord, et on reprenait la rue Championnet, et on repartait... là.
avec cette ligne de chemin de fer, il y avait le contact avec les cheminots, avec ces grosses machines locomotives, puisque c'était là qu'il y avait entre autres des ateliers de réparation. Et donc régulièrement, on se faufilait dans les ateliers pour aller voir ces locomotives et surtout l'espace sous. Ça faisait comme un goulet, une sorte de cave sous les locomotives. Et là, vraiment, c'était comme un gros coléoptère. On allait lui voir les intestins, etc. C'était extraordinaire comme expérience. On va retrouver ça dans toute la littérature du début du XXe siècle et les premiers films pareils. On a les gamins qui se baladent dans les cailloux, dans les gravats, dans les terrains vagues, et qui sont les mauvais garçons, évidemment. On jouait sur le trottoir. Il n'y avait pas de problème. Il y avait un renfoncement dans la rue, on était un peu plus loin, et puis on jouait là. Je jouais avec les garçons ou je jouais avec une autre fille, mais moi je jouais à la marraine, et puis eux ils jouaient aux billes, et aussi avec des trombones. On jouait avec des canifs, on jouait à la pichenette, enfin, le camembert, c'était des jeux. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, mais on jouait quand même. C'est le long de la voie, là où j'habitais, il y avait plein d'habitants. C'était des maisons, elles sont sur la droite, on avait les voies de chemin de fer en face. Et ils ont abattu tout ça pour construire le Roi Sirail. Moi, j'ai toujours connu ça. Et moi, j'étais relogée, rue de la Chapelle. Il y a d'abord eu les constructions, je dirais, des années 60-70. Qui sont par exemple la tour dans laquelle on est aujourd'hui, les grands immeubles de type grande barre HLM, typiques des années 65-75, et que tu trouves le long de la rue de la Chapelle, que ça soit de la Sablière d'un côté, donc les boîtes d'HLM qui marchaient avec la SNCF, ou que ça soit une autre structure, mais qui ont le même type de construction. Quand la tour a commencé à être construite, moi je suis venue, j'étais jeune à l'époque, et j'ai demandé les ouvriers, est-ce que je peux monter avec vous sur le plateau qui servait comme ascenseur, en haut, je ne sais pas à quel étage, pour voir qu'est-ce que c'est. Et je suis montée, effectivement, j'ai vu tous les alentours de la tour. Donc c'était, je ne sais pas à quel moment, en tout cas la tour était à moitié construite seulement, n'est-ce pas? Et après, quand j'ai vu que j'ai réussi l'appartement dans cette tour, j'ai dit c'est impossible. Je me suis trouvée comme une princesse ici avec la salle de bain. Je n'avais pas de salle de bain. Donc ça a changé la vie complètement. Quand je suis arrivée ici, je venais d'une maison en Provence, dans le nord de la France. Ça a été non pas vraiment une surprise. En tout cas, on a été séduits par l'appartement. Donc, on avait un très bel appartement, grand, 100 mètres carrés à Paris. Et en fait, on était côté rue de la Chapelle et on voyait, nous, toutes les arrivées du périphérique. Et je me souviens très bien de mon garçon qui avait 5 ans à l'époque. Il a dit « Oh, maman, le soir, regarde, il y a tous les bateaux qui rentrent dans Paris. » Je dis « Les bateaux ?» En fait, c'était l'arrivée du périphérique et du boulevard Ney. Il voyait les lumières et il était ébloui par ça, il regardait ça tout le temps, il était tout étonné de voir ça, et puis après les avions dans le ciel, etc. Bon, c'était quelque chose, une grosse découverte, quand on est enfant.
Avant, quand il n'y avait pas de stade, je voyais les toits de la basilique Saint-Denis et je vois jusqu'au la tour, comment elle s'appelle, la tour Pleyel, et encore un peu plus loin à gauche et à droite, je vois Aubervilliers et vraiment très loin. Papa a choisi là cet appartement parce qu'il y avait la butte Montmartre. À ce moment-là, on pouvait choisir, on était les premiers. Alors on a pris le 14e étage. Oui, il y a Ida qui devait être là aussi. Quand elle est rentrée ici, sa cuisine n'était pas finie. En 1971. On a vu la construction de l'immeuble en face, la tour qui est la tour Saint-Jumel. Ah oui, parce que de ma fenêtre, je suis juste en face. Dans quelle année ça, c'était pas du tout. Parce que ça, c'était la première tour. Ça, c'était la première tour. Elle a servi de modèle pour l'autre tour. Le prototype pour l'autre tour. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis allée à la Sablière. J'étais tellement contente d'avoir un appartement que je dis, vous êtes un faiseur de bonheur. Quand je suis arrivée, j'ai regardé l'appartement, on a 3 pièces. J'avais l'impression que c'était, mon Dieu, j'étais dans la cuisine et qu'il était dans la chambre, j'avais l'impression que je parlais, il fallait parler fort, tellement l'appartement était vaste, était grand. Et quand j'ai ouvert, je suis arrivée dans la cuisine, j'ai regardé, j'ai vu le Sacré-Cœur en face. Pour moi, je ne peux pas vous décrire ce que j'ai éprouvé. Et c'est pour ça, ça fait depuis 22 ans, depuis 1971, je suis dans le même appartement. Ça fait 50 ans, je suis restée au même endroit, dans le même appartement, j'ai vécu là. Et j'y suis encore. Il n'y avait pas au début de commerce, donc c'était il a fallu aller jusqu'au Mars-Dormois, le métro Mars-Dormois, où il y avait les magasins et il y avait aussi le marché sous le toit. Donc ça existait, mais ici, il n'y avait pas de magasin. En bas, il y avait la SPIT, c'était... Il travaillait pour la SNCF, je crois que c'était un chauffagiste. Enfin, c'était que des entreprises. Il y avait que ça. Au début, le Franprix n'était pas encore installé. Donc, il n'y avait pas de boulangerie. Il y avait une petite épicerie. C'était des Bretons qui tenaient ça. Et oui, on pouvait acheter du pain de campagne, des gros pains. Et ils faisaient un pâté à l'ail délicieux. On allait faire nos courses dans un économa SNCF. Juste après le pont, il y avait un grand économa où tous les cheminots allaient faire leurs courses. C'était un grand magasin, il y est toujours d'ailleurs, il ne fait plus économa, juste après le pont, sur la droite. Et puis en face des écoles, il y avait toujours une boutique où on pouvait acheter des bonbons, des roudoudous, Enfin bon, moi je ne dépensais pas mon argent c'était à garder. Mais... la plupart des enfants s'arrêtaient là pour acheter des cochonneries. On va fêter cette année les 50 ans de la tour. Au début, elle était faite pour les maîtrises et les cadres de cheminots de la gare de l'Est et de la gare du Nord. Mais ça, c'était à l'origine. Après, ça a beaucoup changé, comme la Sablière, le propriétaire qui est un bailleur social, il y a eu des règles qui se sont appliquées. Donc maintenant, il y a un quart des appartements qui sont réservés aux cheminots, mais qui sont souvent pas occupés parce que quand des gens viennent ici, ils se renseignent sur la porte de la chapelle, ses problèmes et tout, et beaucoup d'appartements sont libres, donc sont loués à d'autres personnes ou à des associations.
En fait, au début, on n'a pas du tout senti ni la vie sociale, ni quelqu'un qui t'accueille. Au contraire, c'était, comme c'est grand, c'est énorme, donc les gens ne se connaissent pas. Les gens sont beaucoup plus proches dans les petits immeubles haussmanniens parce qu'on a 6 étages, donc c'est plus facile à connaître ses voisins. Ici, c'est un village, mais c'est un village en vertical. Donc, tout ce qui, au niveau du nombre des habitants, ça peut facilement être un village quelque part n'importe où, en banlieue. Ici, nous sommes, de fait, il y a une vie mixte, puisque dans l'immeuble, il y a toute une partie de gens il reste nous, hein, les Blancs, mais il y a beaucoup de gens d'origine africaine, d'origine maghrébine, des Sri Lankais, donc on est une vraie tour mixte. Ici, il y avait une amicale, l'amitié loisir, et du coup, ils louaient ils prêtaient les salles, on louait pour pas très cher les salles, et les enfants pouvaient faire une fête, une boum, etc. Ce qu'on nous a beaucoup demandé depuis, parce que voilà, les gens, pour faire des fêtes de famille, ils étaient très contents. Je sais que c'était pas facile au début, avoir les locaux, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on a toujours du monde ici, je descends régulièrement, chaque jour presque. Et donc, ça fait plaisir parce qu'on a un lieu comme ça, associatif, on peut venir prendre un café, partager les dernières nouvelles. En fait, vraiment, c'est comme à la maison. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui vient, mais il y a un petit noyau quand même, les gens qui sont là toujours. Donc, ça fait plaisir. J'ai découvert le quartier pour la première fois, c'était en 1997, c'est l'année que je suis venu en France. J'étais vraiment impressionné par le nombre de gens de toutes les nations. C'est un peu comme Babylone, parce que en plus, ce n'est pas juste les gens d'origines différentes, mais c'est les gens qui portent leur tenue traditionnelle. J'ai vu les gens en babouche, j'ai vu les gens en toge, en toutes les sortes de vêtements, soit africains, soit maghrébins, soit voilà, natou indien, parce que le quartier indien n'est pas loin non plus. Donc, j'étais vraiment impressionné par cette couleur et cette mixage. Et donc, bien sûr que là, je ne sentais pas du tout que je suis à Paris, parce que nous, les étrangers, on imagine Paris toujours au travers des clichés aussi. Donc voir les baguettes, les petits bérets avec les petites écharpes, voilà, tout ça, tout ce qu'ils ont. Mais là, c'était pas du tout, on voyait même pas les blancs. Donc c'était rare voir quelqu'un européen. Et je me suis dit, waouh. Alors là, moi, j'étais impressionné par ça. Dans un périmètre de 400 mètres, 500 mètres, ce qui est quand même faisable à pied, pas très compliqué, 500 mètres, eh bien, on avait des supermarchés en produits frais de la totalité des parties du monde. La paupérisation va être, à mes yeux, la caractéristique de ce qui va se passer dans le quartier après 90-95. Ce quartier du sud de la Porte de la Chapelle est devenu quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire que son revenu fiscal est descendu en dessous d'un plancher fixé par l'État déjà pas très haut. Un des éléments clés, par exemple, ça a été l'évolution des restaurants. Ici, on souffre plutôt du monocommerce. C'est un faubourg, comme beaucoup de faubourgs parisiens, là où s'installent des fast-foods, des magasins de matériel informatique et tout. Mais c'est un peu toujours les mêmes. Les gens de la Tour, je peux dire ça, pour les courses, ils vont les faire au marché de Saint-Denis, qui est un marché énorme, ou au carrefour de Stein, ou en banlieue, où il y en a quelques-uns qui vont au marché de l'Olive pour des courses classiques, mais le problème étant que ce marché qui a été refait, il est aussi cher.
les prix sont assez hauts. Mais on a de la qualité qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Ça consiste à manger moins, mais manger mieux. Après, ça cible une population peut-être un peu plus aisée, parce que les gens qui ont des revenus très très modestes, c'est difficile le marché de l'olive. Dans le temps, c'était presque un petit village ici. Les commerçants, bon, on les connaissait bien, enfin je sais pas, c'était une ambiance différente, quoi. Il y a une sorte de mutation douce des gens, et ce qui fait d'ailleurs, entre autres, que le prix de l'immobilier grimpe. C'est pas étonnant. Ça a l'air assez jeune, il y a des jeunes familles, mais un peu de tous les genres, je pense qu'ils se côtoient ici, donc un peu de tous les strates socio-professionnels, donc c'est assez cool. On n'est pas comme dans le 16e ou autre part, quoi. Et je me réjouis aussi de ce beau quartier très avenant, de toute nationalité. On pourrait dire que c'est les Nations Unies ici. Ça fait presque 10 ans qu'on habite là et on est toujours là. Donc oui, on est content et on est content de l'évolution et les nouveaux commerces. Non, on aime bien. Il y a des petits commerces qui existent, qui sont dans l'ensemble installés dans les vieux bâtiments de l'ancien Paris, et avec animés par des gens qui ont à peu près le même âge. C'est-à-dire qu'on a un très vieux teinturier, il y a un très vieux marchand de légumes, il y a etc. Ils ne seront pas rarement remplacés quand ils arrêteront de travailler, par des gens qui reprendront à l'identique les activités. Et maintenant, quand je demande aux femmes ici, votre quartier, c'est quoi ? C'est pas Max-en-Moi. On va vers Saint-Denis faire ses courses, on s'est éloigné. Maintenant qu'ils nous ont fait Rosa Parks, alors là, ça c'est super. On prend le tram, je vais chez Leclerc facilement. On s'est bien adapté au coin. Quand je vais à Rosa Parks, je passe par la rue de l'Évangile et je monte le pont d'Aubervilliers. Je passe par là pour aller. Oui, ça a beaucoup changé parce que comme ils ont fait le centre Leclerc, il y a le McDonald's, il n'y avait pas tout ça avant. Pour moi, c'est étonnant. Ça, c'est un sacré changement dans le quartier, en fait. Parce que mon quartier, c'était Max-en-Moi. Quand en 88-89, on construit la ZAC de l'Évangile, c'est-à-dire les endroits où il y a les immeubles un peu modernes, la place Macorlan, en fait, on a reculé le mur, puisqu'en fait, la ZAC de l'Évangile, elle est ici. Donc le mur qui était là, il est passé là. Et ces murs vont tomber l'année prochaine pour faire une ouverture complète sur Chapelle-Charbon. Les dernières années, donc, ça a changé complètement. Même si c'était dur pour nous, les voisins, parce que le bruit, la poussière et tout, on a vécu quand même toutes les joies de construction. En plus, c'est pas juste un immeuble, c'est carrément un quartier qui est poussé entièrement. Donc ça, c'est vraiment construction massive, avec les moyens employés lourds. Et donc, bien sûr, nous, on a attendu tous ces bruits très tôt matin et même le week-end. Donc voilà, c'était difficile. Voilà, tout ça de ce côté-là, de côté ouest. À l'ouest, Chapelle internationale. Au nord, les 500-450 logements qui vont être construits à Chapelle-Charbon. Et de l'autre côté, à l'est, un grand projet qui est le projet Hébert, qui va être, alors là, je n'ai pas en tête le nombre de logements, mais c'est au moins 700 à 800 logements. Donc on va avoir 3 nouveaux gros paquets d'habitants qui vont arriver dans les 4 ans qui viennent, 4-5 ans qui viennent, qui vont obligatoirement changer complètement la configuration du quartier, mais aussi
selon les loyers qui seront pratiqués ou les prix de vente du mètre carré qui seront pratiqués, vont déterminer le type de population qu'il y aura. Et aujourd'hui, c'est le point d'interrogation. Moi, ce qui m'effraie, c'est tous ces projets de bureaux, alors qu'on craint vraiment voilà, que ce soit des locaux qui restent vides encore bien longtemps. C'est plutôt agréable comme quartier. Après, est-ce que ce sera une intégration? Est-ce qu'il y aura une vie de quartier? Pour le moment, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt heureuse de voir arriver l'université. Hein, ça va aussi changer. Et de l'autre côté, l'Arena. Mais voilà, on est impatient de voir arriver tout ça. Parce que quand même, on a un peu de mal à imaginer que cette entrée soit une très belle entrée dans Paris. Avec le campus Condorcet, qui est vraiment remarquable, ça va donner une autre couleur à la porte de la Chapelle, je dirais, comme ça. Et puis, il faut aussi que ce soit de la vraie mixité. L'idée de la Bonne Tambouille, c'était déjà de se réunir sur cette place avec plein d'associations et puis de réunir les habitants du quartier parce que sur cette place, il ne se passait rien et puis elle est magnifique cette place en plus. Les associations qui veulent bien participer viennent, donc il y a des associations récurrentes et sinon celles qui veulent bien venir se greffer viennent faire des animations. Il y a énormément de choses qui se font et qui permettent de se faire rencontrer les habitants et les habitants. C'est un peu l'essentiel, c'est un peu le but de la Bonne Tambouille. Pendant longtemps, enfin même encore maintenant, le centre du village, c'est le marché de l'olive. Ici, on est justement un peu excentré et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer cette Bonne Tambouille pour animer un peu cette portion du quartier. Dans les changements du quartier, il y a création de 2-3 lieux d'agriculture urbaine. Donc d'abord la ferme souterraine, rue Raymond Queneau, la Sablière qui est notre propriétaire et est propriétaire de cette barre. Et il y avait trois parkings de 200 mètres de long, avec 25 entrées du parking. Donc il y avait beaucoup de deals, beaucoup de trafic. Ils ont fermé les parkings et ils ont accueilli une start-up qui s'appelle Cycloponics et qui là-bas cultive des champignons, des endives, un peu moins maintenant parce qu'il vient d'y avoir une sécheresse, ainsi que de l'agriculture en aquaponie, des plantes médicinales, voilà. Donc ça c'est très gros. Il y a une autre start-up qui s'est installée sur le toit du dépôt de Chapelle Internationale, où là, il y a Cultivate, une autre start-up qui actuellement cultive plus de 150 fruits et légumes, dont une partie sous serre. Pour moi, ce quartier, c'est un petit village. Il y a beaucoup de problèmes, mais j'adore mon quartier. J'aime mon quartier. Il y a des personnes extraordinaires. Je fais des rencontres, des échanges avec nos seniors, puisqu'en tant que présidente d'Amicale, je fais venir des associations pour qu'il y ait un lien social, ça j'y tiens, et qu'il y ait ce lien intergénérationnel. Ça, c'est mon cheval de bataille pour faire comprendre à ces jeunes que s'il n'y avait pas de seniors, nous, on ne serait rien. Je me rends compte que j'ai 76 ans, que dans ces années, il y a eu une transformation extraordinaire, un accomplissement, une amélioration des conditions de vie, mais j'y ai pas forcément particulièrement réfléchi, simplement j'en ai bénéficié. La vie, elle était complètement différente avant. Les enfants comme nous, ils n'avaient pas la même mentalité, ils étaient complètement différents. C'était un peu plus dur avant
de vivre comme on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'avoir de l'eau courante ou des choses comme ça. À travers ce qu'ils disent, on voit ce qu'ils ont vécu, comment c'était la vie avant, des événements qu'il y a eu, la vie des habitants. Ça veut dire qu'en fait le quartier n'est pas neuf. Il y avait une vie avant que j'arrive dans cet endroit. Ça montre que le quartier a bien évolué et que cet ancien quartier-là remonte à quand même très longtemps. Maintenant, en passant devant plusieurs endroits, on pourrait du coup repenser à l'histoire qu'a vécu notre quartier. Si on n'a pas d'idée de ce qui se passe dans son quartier, de comment le quartier a évolué, ça donne forcément moins envie de s'impliquer. Donc là, je pense que c'est très important d'avoir cette transmission, notamment, comme le disaient les élèves, par des personnes qui ont vécu ici, parce que ça donne une âme. En fait, on voit la vérité de ce quartier, comment il a évolué. Et donc, ça peut donner envie à ces élèves de s'impliquer, de construire leur quartier, puisque c'est eux, les citoyens de demain, qui vont aider à la construction du monde, mais ça commence par leur environnement proche.